Chapitre 28e. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc. Pardon encore une fois, dit Candide au baron. Pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. N'en parlons plus, dit le baron. Je fus un peu trop vif, je l'avoue. Mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol. On me mit en prison à Buenos Aires dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais entré en fonction quand je trouvai sur le soir un jeune Icoglan très bien fait. Il faisait fort chaud. Le jeune homme voulut se baigner. Je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner 100 coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs. Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie? Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre. Je devais naturellement être brûlé, mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu. Je fus pendu parce qu'on ne put mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui et me disséqua. Il me fit d'abord une incision cruciale depuis le nombril jusqu'à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal. Elle fut nouée, enfin je respirai encore. L'incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse, et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit d'un cabinet voisin, elle me vit sur la table étendue avec mon incision cruciale. Elle eut encore plus de peur que son mari, s'enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien « Mon bon, de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. » Je frémis à ce propos, et je ramassai le peu de force qui me restait pour crier « Ayez pitié de moi !» Enfin le barbier portugais s'enhardit, il recousit ma peau, sa femme même eut soin de moi. Je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise. Mais mon maître, n'ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit fantaisie d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieil imam et une jeune dévote qui disaient ses patenôtres. Sa gorge était toute découverte. Elle avait entre ses 2 tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, d'hyacinthes et d'oreilles d'ours. Elle laissa tomber son bouquet. Je le ramassai et je lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l'imam se mit en colère et, voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi, qui me fit donner 100 coups de latte sur la plante des pieds et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère 4 jeunes gens de Marseille, 5 prêtres napolitains et 2 moines de Corfou qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi. Je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un Icoglan. Nous disputions sans cesse, et nous recevions 20 coups de nerfs de bœuf par jour, lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère et que vous nous avez rachetés. « Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? » « Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. Leibniz ne pouvant pas avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile.
Chapitre 29e. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula 3 pas saisi d'horreur et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère, on embrassa la vieille, Candide les racheta toutes deux. Il y avait une petite métairie dans le voisinage, la vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie, personne ne l'en avait avertie. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. « Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. » Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. « Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères. J'ai payé ta rançon. J'ai payé celle de ta sœur. Elle avait ici des écuelles. Elle est laide. J'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu prétends encore t'y opposer? Je te retuerais si j'en croyais ma colère. Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. Chapitre 30e. Conclusion. Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde. Mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage, et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n'avait nul droit sur sa sœur et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu'il fallait le rendre au Levanti patron et le remettre aux galères, après quoi on l'enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. L'avis fut trouvé fort bon. La vieille l'approuva. On n'en dit rien à sa sœur, la chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide, marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la plus agréable, mais il fut enfriponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'Éphandis, de Bacchas, de Cadis, qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum. On voyait venir d'autres Cadis, d'autres Bacchas, d'autres Éphandis, qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations, et quand on ne discutait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d'être violé 100 fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé,
ou bien de rester ici à ne rien faire? C'est une grande question, dit Candide. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss. C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée qui étaient dans la plus extrême misère. Ils avaient bien vite mangé leurs 3000 piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison, s'étaient enfuis, et enfin frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier partout et n'y gagnait plus rien. « Je l'avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. »« Oh, dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre enfant. Savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille? Comme vous voilà faite. Et qu'est-ce que ce monde ?» Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. »« De quoi te mêles-tu » dit le derviche. « Est-ce là ton affaire ?»« Mais, mon révérend père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. »« Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du mal ou du bien. Quand sa hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non? Que faut-il donc faire, dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'homme et de l'harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du Ban et le Moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le Moufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun Moufti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes, du caïmac piqué d'écorce de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. »« Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin. « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. »« Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes, car enfin Aiglon, roi des Moabites, fut assassiné par Ahod. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baasa. Le roi Éla par Zambri, Ocosias par Jéhu, Athalia par Joiada. Les rois Joachim, Génonias, Sédécias furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astiage, Darius, Dénis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée,
Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les rois Henri de France, l'empereur Henri IV. Vous savez, je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operariturum pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide: tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.